Bonjour, nous allons parler de la cybersécurité industrielle avec cette deuxième partie qui est consacrée principalement au SSI. Notre cours suit le guide de l'ANSSI pour la cybersécurité des systèmes industriels. Nous aborderons les enjeux, état des lieux et historique de ce sujet et nous parlerons, surtout pour les automaticiens qui en connaissent bien les principes, de la dualité entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. Nous évoquerons un exemple d'incident dans les systèmes industriels et nous allons parcourir les vulnérabilités et les menaces, dit encore vecteurs d'attaque les plus classiques. Nous allons positionner les enjeux de la sécurité d'un système industriel en le positionnant relativement au système d'information. Nous avons donc d'une part le monde de l'IT, système d'information, et de l'OT, système d'information industriel. Tout d'abord, les objectifs des systèmes sont un peu différents puisqu'il s'agit pour un système d'information de traiter des données, alors que pour un système d'information industriel, il y aura, en plus de ce traitement des données, du pilotage, des régulations de procédés et de l'acquisition d'informations via des capteurs. Sur l'aspect fonctionnel, il y aura pour le système d'information des contraintes métiers et des contraintes de confidentialité, alors que pour le système d'information industriel, il peut y avoir des contraintes dites de temps réel, contraintes de traitement des informations, et également de sécurité ou de sûreté de fonctionnement, ainsi que de disponibilité relativement à l'équipement physique. Pour l'environnement physique, un système d'information est souvent dans une salle serveur climatisée, voire dans un bureau ou à domicile, alors qu'un système d'information industriel est dans des milieux beaucoup plus agressifs, comme des ateliers de production où il y a poussière, température, vibration, rayonnement électromagnétique, etc. La disparité aussi des types de composants est importante pour un système industriel. On parlera d'automates programmables, de systèmes numériques de contrôle-commande, de systèmes instrumentés de sécurité, de capteurs, d'actionneurs, de bus de terrain, des logiciels de supervision ou de gestion de production comme les ERP et MES, des logiciels d'ingénierie de maintenance ou des systèmes embarqués. Toujours dans les enjeux, la spécificité peut se comparer sur la localisation, nous en avions parlé, dans des locaux fermés et propres ou dans des entrepôts, usines, voire même sur la voie publique pour des capteurs relatifs à des conduites d'eau, par exemple. La durée de vie, souvent un système d'exploitation est limité à une durée assez faible, 5 ans, alors que dans un système d'information industrielle, la durée de vie peut être très très longue, comme par exemple les automatismes qui sont au cœur des centrales nucléaires. La gestion des incidents peut se faire par une analyse post-incident dans le système d'information, alors qu'il existe une multitude de paramètres et une grande complexité de l'environnement qui va limiter la reproductivité d'un incident dans un milieu industriel, dû au fait que l'on ne peut pas faire une action en termes d'actionneur ou de données capteurs n'importe comment. Les composants sont plutôt standards dans le monde de l'IT, alors qu'ils peuvent être temps réel, robustes, anciens, nouveaux, avec des conditions d'exploitation très difficiles dans le niveau industriel. L'hétérogénéité aussi, avec une grande compatibilité sur le niveau de l'IT, alors que la durée de vie des installations industrielles peut amener à des superpositions de vagues technologiques sur un même site et donc des phénomènes d'obsolescence relativement marqués. On peut déplorer un certain nombre de mythes concernant les systèmes d'information industriels, à savoir la cybersécurité, ce n'est pas mon problème. Par exemple, le premier propos qui revient souvent, c'est que mon réseau industriel est isolé, il n'est pas connecté par Internet, et donc je suis protégé. En réalité, le système d'information peut être connecté à un système de gestion des informations, un ERP, avec la bureautique. Il peut y avoir aussi des clés USB ou des consoles de maintenance qui sont autant de vecteurs de propagation de vers, de virus ou de malware. Parmi ces mythes, j'utilise des protocoles et des bases de données qui sont propriétaires, je suis donc protégé. En réalité, même si les solutions propriétaires comportent des composants standards, pour des raisons d'interopérabilité, il peut y avoir donc des risques d'attaque ou de compromission. Et les solutions propriétaires peuvent être vulnérables, ne serait-ce que par leur fabrication, développement, parce qu'elles ne disposent aussi d'aucune analyse de sécurité et donc d'appui en termes d'analyse de vulnérabilité. Enfin, on dira que l'intégration de mécanismes de sécurité, comme le chiffrement, le filtrage, l'authentification, est incompatible avec des contraintes d'organisation de temps réel au sein d'un atelier.
ce qui n'est pas tout à fait vrai, et de plus en plus, des composants de filtrage, des composants d'analyse des données vont fonctionner en temps réel avec cette fois-ci une capacité de réponse. Je prends le cas des pare-feux. Sur un pare-feu Cisco, nous sommes sur une capacité de filtrage à 125 mégabits seconde, alors que le Stromfield, qui est un pare-feu industriel, est capable de monter à 1,2 gigabits par seconde. On l'aura compris, beaucoup de vulnérabilités que l'on retrouve dans les systèmes d'information sont également des vulnérabilités que l'on a au sein des systèmes d'information industriels. Simplement, la complexité de cette maîtrise est accrue du fait de la diversité des intervenants. Sur une même installation, on peut avoir des actions effectuées par une entreprise sous-traitante de maintenance comme par les opérateurs de l'entreprise. Par la multitude de sites isolés, on peut avoir dans le secteur du transport, de la distribution d'eau ou de l'énergie, un ensemble de capteurs et d'actionneurs répartis sur des vannes distantes et difficiles d'accès en termes de contrôle. Par l'hétérogénéité de la documentation technique qui peut être d'ailleurs très limitée, par des fournisseurs qui peuvent faire de la télémaintenance, par exemple de l'étranger, par des installations où peuvent cohabiter différentes générations, et notamment par des risques juridiques en cas de modification d'une installation, ou par enfin des installations hétérogènes venant de différents fournisseurs pour lesquels on a pu développer beaucoup de solutions d'interopérabilité et donc de risques de propagation de vers ou de virus. Un équipement industriel peut bien sûr se connecter à un système d'information industriel par ses automates qu'il comporte, mais va avoir un certain nombre de contraintes d'utilisation. Par exemple, et par contrat, un fournisseur va pouvoir exiger une télémaintenance sous peine de ne pas couvrir une garantie d'utilisation. Il peut y avoir interdiction de modifier un système d'un équipement sans accord préalable du fournisseur, même si cette modification a pour objectif d'augmenter la cybersécurité. Il peut y avoir contractuellement interdiction de modifier l'installation. Il peut y avoir aussi certains clients qui exigent d'avoir accès à distance à des informations d'historisation de la production. C'est le cas en particulier de l'industrie pharmaceutique. Pour ces différentes raisons, l'aspect juridique est non négligeable en vue de la cybersécurité du système industriel. Enfin, d'autres réglementations peuvent s'imposer, comme celui d'exporter des données vers des tiers. Dans le cadre de la déchetterie, ce sont ainsi les services de l'État qui en font la demande. Ou des réglementations en matière de sécurité peuvent limiter la possibilité de modification d'installation, en vue de ne pas perdre justement les aspects sûreté de l'équipement. Une grande difficulté d'un système d'information industriel est qu'il ne fonctionne qu'avec une interaction avec un système physique. Ce sont les systèmes cyberphysiques. De ce fait, ce système peut être très faiblement testable, dans le sens où la génération du comportement physique ne peut pas être facilement simulée comme si l'on avait un système d'information classique. Les interventions sur les installations ne peuvent être effectuées que dans des périodes de maintenance, par exemple, où les fournisseurs peuvent offrir peu de support pour aider les opérateurs à qualifier des impacts de mesures de sécurité de l'installation. Il peut y avoir aussi des problèmes d'incompatibilité. Certains environnements demandent une réactivité forte des opérateurs, notamment en cas d'incident. Cet impératif de sécurité ne doit pas nuire à la réactivité du système. Les opérateurs partagent souvent des équipements et ceci peut avoir un impact significatif sur la traçabilité ou l'authentification. Souvent, un compte restera ouvert pour que deux opérateurs en 2-8 puissent se passer, alors que la production n'est pas finie, le pilotage de l'équipement. Les opérateurs doivent aussi pouvoir visualiser l'état de l'installation en temps réel et intervenir rapidement, et à ce moment-là, ils ne seront pas en mesure de verrouiller leur poste. La cybersécurité d'un système industriel peut aussi s'opposer à des contraintes économiques. Par exemple, la mise à jour de systèmes d'exploitation, la mise à jour de logiciels en vue de corriger des failles de sécurité ou des vulnérabilités peut s'opposer au sujet de l'arrêt de la ligne de production, qui entraînerait des coûts importants, voire des retards pour le client. Il y a également à mettre comme sujet celui de la gouvernance de la sécurité. En effet, on est souvent à l'interface de deux métiers.
Les informaticiens et le responsable de la sécurité du système d'information vont souvent traiter correctement l'ensemble des applications et architectures IT, alors même que sur les automatismes, l'automaticien peut être sous la responsabilité du responsable de site de production et non pas directement sous la responsabilité du responsable de sécurité d'information. Enfin, il faut noter qu'il y a généralement très peu de personnel qui soit à l'interface entre l'automatisme et les applications industrielles et l'informatique en général avec les contraintes de sécurité. Les systèmes d'information industrielle portent également d'autres types de contraintes, comme les contraintes techniques, des matériels très anciens, un problème de gestion de l'obsolescence et donc de la mise à jour de patchs de sécurité, des fonctions de sécurité ou de cybersécurité inexistantes, des offres relativement peu importantes de la part des fournisseurs. Il suffit de regarder aujourd'hui quelles sont les marques qui délivrent des automates industriels labellisés et certifiés cybersécurité. Il y a aussi un sujet de performance qui peut entraîner une contrainte contradictoire entre sécurité et temps réel. Le manque de culture de sécurité. Paradoxalement parlant, au sein d'un atelier, on a souvent cette culture de la sûreté de fonctionnement et de la sécurité physique. Cependant, il peut y avoir une manque de culture de la sécurité du système d'information lui-même, qui n'a d'ailleurs pas de conséquences immédiates au niveau de l'aspect physique. En fait, il peut y avoir un problème de maturité des solutions techniques, avec peu de compétences de la part d'équipementiers en cybersécurité, et peu de développement qui soit sécurisé dans la réalisation d'applications nouvelles ou d'applications firmware, comme des caméras intelligentes ou autres dispositifs, par exemple. Nous avons vu que le déploiement de la sécurité du système d'information vers la sécurité du système d'information industriel peut être relativement complexe compte tenu des contraintes complémentaires que subit le système d'information industriel. Mais tout au long de notre discours, nous avons parlé par moment de sécurité du système d'information, de sécurité informatique ou de cybersécurité. Prenons le temps de regarder un petit peu ces définitions. Tout d'abord, la sécurité s'entend suivant deux termes, la safety, au niveau anglais, qui a pour but de prévenir des accidents. Mais la sécurité peut s'entendre sous le mot de security, qui consiste à prévenir contre les actes de malveillance. Sur ces bases, nous aurons d'une part la sécurité des systèmes d'information, qui a pour but essentiel d'assurer la disponibilité de l'information, l'intégrité de cette information, voire la confidentialité des données lors de leur stockage ou de leur transfert. La sécurité de l'information va relever en plus de la sécurité du système d'information de l'authenticité, de l'imputabilité et de la non-répudiation et de la fiabilité de cette information, et des auteurs, bien sûr, de l'information. Enfin, la cybersécurité va faire appel à des techniques de sécurité du système d'information en s'appuyant également sur la lutte et la menace que provoquent les cybercriminalités, les cyberhackers, avec un dispositif de cyberdéfense. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, nous parlons souvent de fautes qui peuvent provoquer une erreur qui peut aboutir à une défaillance. La faute a pour origine une erreur humaine, un défaut technologique ou une cause naturelle. S'il s'agit d'un défaut technologique, on parlera dans le domaine numérique d'une donnée défectueuse ou d'un matériel défectueux, d'un logiciel défectueux, voire d'une procédure défectueuse. Ces différentes fautes peuvent aboutir à ce que l'on appelle un accident, qui va donc être l'erreur, qui peut provoquer une défaillance et donc un préjudice. Ceci se cause à ce que l'on appelle un actif. Si l'on parle de cybersécurité, on tiendra compte également du domaine complémentaire qui est ici celui de la malveillance. Tromperie, la négligence, ce qu'on appelle comme étant la menace ou threat, qui a pour but de passer de cette faute en une attaque, c'est-à-dire une erreur, afin de causer un préjudice lié à cette malveillance. Afin de positionner les différents concepts que nous allons aborder, nous avons ici schématisé
Un système étendu, c'est-à-dire un système que l'on va retrouver dans sa composante de traitement de l'information, auquel on adjoint un système lié à l'entrée de l'information et un autre lié à la sortie des informations. On considérera d'une part les éléments relatifs à la malveillance et les éléments relatifs aux accidents. Chaque partie sera composée d'une dimension logique, également d'une dimension physique. Nous avons donc ici, sur cette première partie, la conception de l'entrée relative à la malveillance, et nous parlerons donc de résistance à la malveillance du système relatif à son entrée. S'il s'agit d'accident, nous parlerons de robustesse. De l'autre côté et sur l'étape de sortie, relativement à la malveillance, nous parlerons ici de besoins en confinement, alors que s'il s'agit d'un accident, nous parlerons d'objectifs de résilience. Enfin, pour le système de traitement lui-même que nous retrouvons ici, nous aurons relativement à la malveillance un objectif d'intégrité, tandis que s'il s'agit d'un accident, nous aurons un objectif de fiabilité. La sécurité informatique prendra en compte le comportement du système dans son écosystème uniquement sur la dimension logique que nous retrouvons ici et relativement au sujet de la malveillance. Tandis que la sécurité du système d'information tiendra compte à la fois de la partie logique relativement à un accident ou de la partie logique par rapport à un sujet de malveillance de bout en bout, c'est-à-dire des entrées jusqu'à la partie des sorties. La sécurité de l'information englobe donc la sécurité du système d'information en prenant en compte la totalité du concept relatif à l'accident ou à la malveillance de l'entrée, du fonctionnement du système dans sa globalité, mais également des objectifs logiques de la sortie, tant relatifs à la malveillance que relatifs à l'accident. La sécurité sociétale, quant à elle, ne s'intéressera que la partie sortie du système d'information. La cybersécurité reprendra l'ensemble du traitement de la sécurité relativement à la malveillance et dans sa dimension logique en entrée, logique et physique en sortie. La dimension de la sécurité physique tiendra en compte, pour sa part, de la partie physique du système d'entrée. On retrouvera là des éléments d'interface entre le sujet de la cybersécurité et de la sûreté de fonctionnement, interface entre les couches physiques et logiques, tant pour l'entrée que pour la sortie. Il existe une dualité évidente entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. La sûreté de fonctionnement, bien connue des automaticiens, va aborder d'abord des mesures en termes de fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité au sens de l'intégrité physique des personnes. La sûreté de fonctionnement utilise aussi des outils comme le management du risque, avec par exemple des méthodes comme l'AMDEC, mais également des approches quantitatives comme les calculs de MTBF, MTTR, etc. On retrouvera pour tout système des critères de niveau de fiabilité, comme par exemple le Safety Integrity Level, SIL0A et SIL4, qui, selon la norme 61508, représente une capacité de sûreté de fonctionnement et donc de fiabilité d'un système. Si nous regardons maintenant la cybersécurité, les mesures usuelles sont celles de la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, auxquelles peuvent être ajoutées des mesures d'authenticité, d'imputabilité, de traçabilité et de non-répudiation. Les outils sont bien évidemment identiques à celui de la sûreté de fonctionnement,
avec le management du risque par des approches qualitatives, des indicateurs, des retours d'expérience ou encore de l'expertise. Nous parlerons plutôt d'approches de type EBIOS pour l'analyse de risque que d'AMDEC comme on l'a vu en sûreté de fonctionnement. Dans le domaine de la cybersécurité, d'un point de vue qualitatif, nous pourrons exploiter différents niveaux de sûreté du SL0 au SL4 selon la norme 62443. Pour terminer sur cette dualité, nous voyons là qu'il y a des approches très complémentaires entre sûreté de fonctionnement et cybersécurité. Il s'agit dans tous les cas de se prémunir d'événements redoutés, qu'ils soient accidentels ou malveillants. La cybersécurité va contribuer également à la sûreté fonctionnelle du système. Nous invitons à regarder quelques normes, les normes de management de la sécurité, comme par exemple la sécurité sociétale, ISO 22301, ou la sûreté de fonctionnement, ISO IEC 60300, ou la sécurité fonctionnelle, la 61508. Dans le domaine du management de la sûreté, cette fois-ci Security Management, nous avons les normes de sûreté, la 34001, la sécurité de l'information, l'ensemble des normes 27000 et suivantes, et enfin le sujet de la cybersécurité 27032, où nous verrons pour la cybersécurité industrielle la norme 63443. Nous allons maintenant regarder un exemple qui est celui d'un opérateur routier qui s'est fait pirater son système d'affichage. Nous allons maintenant regarder un exemple qui est celui d'un opérateur routier qui s'est fait pirater son système d'affichage. Nous présentons ici donc l'architecture de son système. Il a un serveur d'entrée connecté à Internet avec un DMZ public, donc une zone tampon. Derrière est représenté symboliquement un pare-feu sous la forme de ce petit mur. L'opérateur dispose d'un réseau bureautique d'une part et d'un réseau SCADA d'autre part avant d'attaquer le réseau de terrain avec les différents automates et afficheurs. La sécurité des systèmes d'exploitation va se faire à travers l'identification d'une machine vulnérable sur le système d'information de gestion et par la suite la compromission de cette machine. C'est-à-dire que le hacker a pu pénétrer à l'intérieur de cette machine vulnérable. Ce que l'on va voir à travers cet exemple, c'est que finalement un piratage, ce n'est simplement pas un acte simple, mais c'est une succession de travaux, c'est une stratégie complète pour atteindre une finalité malveillante. Voilà, le hacker a réussi à rentrer dans ce poste de travail vulnérable, sans doute mal protégé par rapport à un accès ou une authentification. Un mot de passe défaillant ou un mot de passe trop simple. Si c'en était là, il ne pourrait atteindre la suite de ce système d'information et notamment la partie industrielle, sauf que il y a au niveau de ce poste de travail une double connexion, à la fois une connexion au réseau bureautique et en même temps une connexion au réseau SCADA. Sans doute, l'architecte avait-il souhaité que ce poste de travail serve de supervision à la SCADA. Donc l'opérateur a pu, de par la vulnérabilité, rentrer dans ce poste de travail. Ce poste de travail est connecté à la fois au réseau bureautique et au réseau SCADA, mais pour compléter, il n'y a pas d'antivirus. Ce qui fait que cet opérateur a pu introduire un cheval de Troie à l'intérieur de ce poste bureautique, donc qui est un logiciel malveillant qui va pouvoir maintenant s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'antivirus pouvant bloquer ce cheval de Troie. Le cheval de Troie est maintenant implanté dans le poste bureautique qui est lui-même connecté au niveau du réseau SCADA. On complète encore une vulnérabilité avec une mauvaise gestion des comptes. Et de ce fait, le mot de passe de cette poste SCADA a pu être récupéré à partir de ce poste infecté parce que le mot de passe, par exemple, n'a pas été crypté. Encore une vulnérabilité, puisque cet opérateur routier a déployé un VNC, c'est-à-dire un système de visualisation et de contrôle de l'environnement bureautique à distance.
Le cheval de Troie étant implanté dans cet ordinateur, lui-même connecté au réseau SCADA, a pu connecter un autre ordinateur grâce à une défaillance de gestion des mots de passe. Une fois qu'il s'est connecté, il a pu utiliser le VNC pour pouvoir développer un programme espion sur ce poste SCADA. Dernière vulnérabilité, l'interface homme-machine est connectée en permanence. Comme il n'y a pas de session verrouillée, on va pouvoir, à partir du poste SCADA, adresser un message directement vers l'afficheur qui est au-dessus des panneaux autoroutiers. Pour résumer, nous avons ici la possibilité d'un piratage qui est la succession de 6 vulnérabilités. D'abord une machine vulnérable connectée au réseau sur lequel on a pu entrer sans autorisation. Ensuite l'absence d'un antivirus qui a permis d'installer un cheval de Troie. Par la suite, une double connexion entre le réseau bureautique et SCADA qui ne passe pas par le pare-feu. Donc on va pouvoir directement envoyer les messages de la partie bureautique à la partie réseau SCADA. Ce qui va permettre de tenter de s'introduire dans un PC SCADA grâce à une mauvaise gestion des comptes. On y réussit. Pour prendre en main à distance un PC SCADA à partir du PC bureautique, on le fait parce qu'il y a une mauvaise protection du VNC. Et enfin, une fois que l'on a configuré le réseau bureautique, pour afficher le message, on bénéficiera du fait que l'IHM n'a pas été déconnecté et donc l'affichage se fait directement. Ce que l'on retiendra, c'est qu'une attaque à partir d'un opérateur malveillant est souvent réalisée parce qu'il y a une succession de défaillances, de vulnérabilités au sein du système d'information et du système d'information industriel. Pour compléter l'exemple que nous avons vu, nous reviendrons sur les deux concepts de vulnérabilité et de menace. De fait, un système d'information peut ne pas présenter de vulnérabilité ou en présenter mais en absence de menace, ce qui dans les deux cas limitera le risque. Une vulnérabilité, c'est une faiblesse au niveau d'un équipement, d'une application, d'une procédure, voire même d'une organisation. Par exemple, vous déplacez dans l'entreprise et une baie de brassage est accessible à tous les visiteurs, internes ou externes de l'entreprise. Il sera alors possible d'introduire, et ce sera la menace, l'action malveillante, une clé USB avec un verre ou un virus pour polluer le réseau. On peut aussi avoir un automate d'ancienne génération qui ne permet pas une authentification. On sait aussi ne pas savoir à qui communiquer un incident de sécurité, c'est un problème d'organisation. Ou enfin, il peut y avoir absence de sensibilisation de nouveaux arrivants dans l'entreprise, et c'est un problème de procédure. Le guide de l'ANSSI, Maîtriser la sécurité des systèmes d'information pour les systèmes industriels, dans son annexe A, reprend un ensemble de vulnérabilités dans 3 grands domaines. Ce sont pour l'ANSSI les vulnérabilités les plus fréquemment rencontrées dans le domaine des systèmes industriels. Premier domaine, ce sont les architectures et la cartographie du système d'information. Le fait de ne pas avoir d'inventaire du parc système d'information industriel, à savoir les équipements, les applications, les flux d'information, est une première vulnérabilité. Et si on se réfère à l'exemple autoroutier précédent, nous aurions pu, à travers l'architecture, observer qu'il y avait une connexion directe entre 2 réseaux, connexion qui ne passe pas par le pare-feu. Le fait d'avoir une absence de plan de continuité ou de plan de reprise d'activité après incident est également considéré comme une vulnérabilité, comme le fait de ne pas avoir de risque et d'analyse de risque du système d'information industriel. Nous reprenons ici, symboliquement, l'architecture et sa cartographie du côté équipement et la même architecture du côté des applications et des flux d'informations. Pour ce même guide de l'ANSSI, le deuxième grand domaine de vulnérabilité est relatif aux mesures techniques préventives pour éviter justement de faire l'objet d'une attaque
à travers une menace. Le fait de garder le mot de passe par défaut pour les applications, notamment celles qui sont publiques pour un automate programmable au moment de sa livraison, ou de prendre des mots de passe en clair dans les codes sources ou procédures d'exploitation, qui ne seront donc pas cryptés, et cette fois-ci, c'est le gestionnaire de mots de passe qui est en cause. Le fait de laisser des comptes actifs après le départ des intervenants ou des opérateurs. Le fait de donner le profil administrateur avec tous les droits de modification, de structuration, et ce pour tous les utilisateurs, sans cibler les droits privilégiés. Le fait de partager un fichier sur un réseau avec le droit complet de lecture-écriture pour tous. Le fait d'avoir accès aux fichiers de configuration d'une machine ou d'un équipement à travers des protocoles de type FTP ou TFTP. Le fait de faire une prise en main à distance, ce qui est souvent facile pour un administrateur de pouvoir configurer un ordinateur ou un automate à travers des VNC ou des DMware, mais de ne pas sécuriser ce protocole de prise en main, ou alors d'employer des services et applications non sécurisés, HTTP, TFTP, Telnet, etc. Ou enfin, de modifier en ligne des programmes sans en effectuer préalablement à la mise en service un contrôle. Le fait de faire des rechargements de configuration ou des redémarrages à travers soit une clé USB ou une console de maintenance, comme c'est souvent le cas dans des opérations de maintenance sur site. Le troisième grand domaine de vulnérabilité relève du maintien de la sécurité dans la durée. Le fait de ne pas faire de sauvegarde de données, de code source ou de configuration d'équipement est une vulnérabilité. Le fait de ne pas avoir de politique de gestion des médias amovibles, notamment bloquer les ports USB pour éviter des clés USB qui soient indésirées. Le fait de ne pas faire de supervision, de journalisation ou de détection d'incidents au niveau de son système d'information industriel peut entraîner une vulnérabilité. On ne détectera donc pas l'intrusion d'un acte malveillant. Le fait de ne pas mettre à jour les correctifs des systèmes et donc ceux qui en particulier vont permettre de lever les vulnérabilités. Ou alors d'avoir des applications firmware, comme par exemple cette caméra intelligente, pour lesquelles il n'existe pas de mécanisme de correction des vulnérabilités, ou alors encore des mécanismes de signature de ce logiciel embarqué, et donc de sa marque de fiabilité. Enfin, maintenir la sécurité dans la durée, c'est aussi d'assurer la formation et les sensibilisations de tous aux enjeux cyber. Dans le domaine de la cybersécurité, il est indispensable de faire continuellement une veille. Une veille, par exemple, sur les vulnérabilités. On parlera juste après de menaces et également des veilles sur les menaces. Les veilles peuvent se faire relativement aux CERT, nous en avons parlé, ou relativement aux rapports que de grandes entreprises comme Kaspersky, que je citerai ici, peuvent éditer chaque année. J'ai repris ici les types de vulnérabilités les plus fréquentes dans les systèmes industriels. Vous avez ici le lien pour ce rapport de 2009. Et parmi ces vulnérabilités, on va retrouver, par exemple, d'avoir un overflow sur le buffer d'un automate programmable, et donc un programme qui va dysfonctionner. Alors cet overflow peut être non intentionnel, ou il peut faire l'objet d'une attaque et être donc cette fois-ci intentionnel. D'avoir des entrées non valides, d'avoir des problèmes d'authentification, et vous retrouvez ici une liste classée par occurrence de ces différentes vulnérabilités sur les systèmes industriels. En clair, 17% des vulnérabilités vont concerner un problème d'authentification. Impropre, passé, oublié, peu importe, l'authentification est un premier sujet de vulnérabilité des systèmes industriels. Deuxième origine de vulnérabilité, qui représente un total de 15,5%, ce sont l'ensemble des applications services web qui sont des vecteurs d'entrée que l'on maîtrise souvent mal au niveau d'un système industriel. On aura par exemple souvent un web service pour la maintenance, mais également des web services pour les ERP ou logiciels de gestion de la production.
Dans ce même rapport, on pourra regarder aussi quels sont les composants des systèmes industriels les plus vulnérables. Les premiers sont les logiciels, et en particulier les firmware qui ont été développés de manière ad hoc pour une application propre à l'entreprise. Ils représentent 20% des vulnérabilités détectées par cette entreprise. Les deuxièmes composants sont les composants de réseau industriel, ceux qui permettent de faire les connexions et les interconnexions d'équipements. Et les troisièmes sont les composants du SCADA et les interfaces homme-machine représentant 12% des vulnérabilités relevées. Il faut associer vulnérabilité et menace. On rajoutera également l'impact pour avoir une notion de risque, risque cyber. Une menace est une cause potentielle d'incident et qui peut avoir un impact si effectivement la menace se concrétise. Donc on parlera de menace et de vraisemblance. Une attaque est une action malveillante qui concrétise une menace et exploite une vulnérabilité. On peut classer, et c'est ce que fait l'ANSSI, les menaces en fonction de l'exposition du système d'information industriel, d'une part, et de la capacité potentielle et donc du niveau d'ingénierie de la menace, d'autre part. On va retrouver tout en bas de l'échelle les cyberdélinquants, qui sont souvent extérieurs à l'entreprise, donc ont une capacité d'exposition assez faible, et en termes d'ingénierie, une capacité également assez faible. Les personnels qui sont présents dans les locaux peuvent avoir une capacité technique de menace assez faible, mais présenter une exposition à la menace du système d'information élevée. Ce sont eux, par exemple, qui peuvent introduire une clé USB avec un verre ou un virus, ou tout simplement oublier d'éteindre leur session. On trouvera dans l'ordre croissant les cyberdélinquants, les concurrents ou autres organisations, les organisations criminelles, nationales ou internationales, et éventuellement les États tiers qui peuvent provoquer des menaces ciblées, en particulier, ce sera le cas des OIV. Dans un autre rapport, l'entreprise Kaspersky va éditer quels sont les différents grands domaines de la menace pour l'année 2020. On trouvera ici l'URL permettant d'accéder au rapport complet. La première menace ressentie par les entreprises, c'est le sujet de la protection des salariés qui peuvent être relatives aux dommages physiques, voire au décès du salarié, conséquence d'une cyberattaque. Viendra en deuxième, troisième et quatrième position quasiment à égalité la perte de qualité des produits liés à une cyberattaque, la perte d'informations confidentielles, qui peuvent être par exemple des gammes ou des recettes, ou des éléments de la propriété intellectuelle de l'entreprise, mais également le coût que provoque un incident et la réponse à cet incident lorsque l'on est l'objet d'une cyberattaque. Ce même rapport de l'entreprise Kaspersky va détailler quels sont les principaux malwares, donc logiciels malveillants, qui sont détectés par les antivirus de cette entreprise, mis en œuvre dans les différents ordinateurs à travers le monde. On retrouvera au niveau de ces antivirus le signalement de programmes blacklistés que l'on a sur Internet. On aura ensuite les scripts malicieux de ressources web, les chevaux de Troie, les vers, les scripts malicieux qui sont liés à des fichiers de configuration de liens, les virus, les documents malicieux, donc qui comportent des scripts malicieux MS Office ou PDF, des fils ou des fichiers qui se mettent en route automatiquement, ça peut être simplement des applets, etc., etc. Principale menace, on le retiendra, ce sont ces téléchargements que l'on fait sur Internet et qui comportent, par exemple, des chevaux de Troie ou autres logiciels malveillants. À partir de l'analyse de ces logiciels antivirus qu'a développé Kaspersky à travers le monde, il recense le taux de détection de malware à travers l'ensemble de la planète, qui part des pays les plus touchés, comme le Vietnam, avec 65% d'applicatifs touchés, jusqu'aux pays les moins touchés, comme l'Irlande,
avec uniquement 7,3% d'applicatifs touchés. On retiendra donc de ce chapitre la dualité entre sûreté de fonctionnement et cybersécurité, qui nous amènera à analyser les vulnérabilités d'une part et les menaces qui permettent de les exploiter d'autre part.